Plus nous admettons que les animaux nous ressemblent, plus nous admettons que nous leur ressemblons. Cette citation de Deval illustre bien certains enjeux égotiques qui peuvent être liés à la discipline de la cognition comparée, puisque l'enjeu est d'arriver, par cette approche comparative, à mettre en perspective la cognition de différents animaux, dont l'humain, et il s'agit vraiment d'étudier comment les animaux perçoivent le monde, comment ils interagissent entre eux, comment ils construisent leur comportement en réaction avec leur environnement. Donc il y a plein de questions typiques liées à cette discipline. Par exemple, quel animal arrive à se reconnaître dans un miroir? Quel animal arrive à planifier ses actions futures? Est-ce que les animaux arrivent à prendre en compte les états mentaux de leurs congénères lorsqu'ils communiquent avec eux? Ce sont plein de questions comme ça que l'on va poser et nous allons ensuite comparer les animaux entre eux en fonction de leurs caractéristiques, de leurs capacités, et pour un même concept aussi, ils peuvent l'appliquer différemment. Ils peuvent avoir des comportements qui sont différents, mais qui fonctionnellement remplissent le même rôle. Je trouve qu'il s'agit d'une discipline qui est vraiment foisonnante et très intéressante, mais qui a un certain nombre de problèmes méthodologiques, de problèmes épistémologiques qui sont discutés de l'intérieur, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que les chercheurs sont assez humbles sur ce genre de sujet et eux-mêmes débattent beaucoup de ces problèmes méthodologiques et épistémologiques. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour pouvoir vous partager quels sont les enjeux en interne, en tout cas que j'ai décelé, parce que ça n'est pas ma discipline, je suis encore étudiante, mais ça m'a intéressée, donc j'ai fait des recherches là-dessus et je mettrai toutes mes sources en barre d'informations si ça vous intéresse. Je me rends compte avec ce que je viens de dire qu'on dirait que c'est un concours de qui a la plus grosse, mais ce n'est absolument pas l'objectif de la discipline. L'objectif n'est pas de hiérarchiser les animaux en fonction de qui a le plus de capacités, qui a les meilleures capacités, mais plus vraiment de comprendre le fonctionnement cognitif de chaque animal, de comprendre ses comportements et qu'est-ce qui l'a amené à fonctionner de cette manière par rapport à son histoire évolutive, par rapport à son environnement actuel, par rapport à son fonctionnement cognitif actuel. C'est plus dans une visée de compréhension par la comparaison plutôt que de véritable hiérarchisation et jugement final. Un premier débat que j'ai pu observer au sein de la discipline est un débat entre la dispersion et la spécialisation, puisqu'il y a un certain nombre de chercheurs qui disent que la discipline est trop dispersée, qu'il y a trop de questions diverses qui sont abordées sur trop d'espèces différentes. Le problème étant que cela crée un certain nombre de papiers qui sont publiés, de papiers de recherche qui sont publiés, sur des sujets qui sont toujours différents, puisqu'à chaque fois, il y a soit l'espèce qui diffère, soit la question de recherche qui diffère. Sauf que pour avoir une base solide au sein de la discipline sur laquelle se référer, il faudrait qu'il y ait une question qui ait été énormément abordée sur tous les animaux possibles et imaginables, ou alors sur quelques animaux, mais vraiment plein d'études qui a été multipliées pour avoir des résultats solides sur lesquels se baser, ou alors qu'il y ait une espèce qui ait été étudiée sous toutes ses coutures et dont on comprend vraiment le fonctionnement. Mais pas qu'il y ait une telle dispersion qui engendre finalement un manque de base solide sur laquelle se référer. Mais il y a d'autres chercheurs qui, à l'inverse, ont tendance à dire que nous nous sommes trop spécialisés sur certaines espèces. Et il y a notamment un phénomène qui a été appelé le chimpocentrisme, qui est lié au fait que nous ayons hérité d'un certain nombre de groupes de chimpanzés depuis le 19e siècle, sur lesquels il y a des expériences qui se perpétuent, et nous nous basons souvent sur ce groupe de chimpanzés qui est disponible, alors qu'il y a d'autres espèces qui ne sont pas forcément disponibles, pas aussi facilement disponibles. En plus, les chimpanzés ça ressemble un peu à l'humain, donc il y a peut-être aussi ce biais-là. Et ces chercheurs critiquent le fait qu'il y a trop d'études qui aient été effectuées sur ces chimpanzés. Ce qui crée des biais, puisque dès qu'on se concentre uniquement sur une espèce, il y a des biais qui sont liés à cette espèce. Par exemple, il y a une étude qui a montré que les études sur les singes capucins montraient des biais liés à la personnalité des singes qui allaient passer les expériences. Puisque, comme je le disais, les singes peuvent parfois choisir d'aller passer les expériences ou non. Et donc les singes qui souhaitent aller faire les expériences, s'isoler pour passer les expériences, ont souvent une personnalité différente des autres singes. Là, ils ont observé que ces singes-là avaient un taux d'ouverture plus grand, par exemple, et une assertivité plus faible, ce qui serait lié au fait que les singes avec une assertivité plus grande resteraient davantage avec le groupe puisqu'ils seraient plus sociaux. De même, concernant l'étude des oiseaux, nous nous sommes rendus compte que les oiseaux étaient plus, ceux qui étaient le plus étudiés, dont les comportements étaient le plus rapportés, étaient des oiseaux qui étaient plus aventureux, alors que ceux qui étaient moins aventureux, en général, avaient moins de comportements rapportés. Donc à chaque fois, il y a des biais qui sont liés à l'espèce, et le fait de se spécialiser sur une espèce crée un certain nombre de biais liés à cette espèce. Donc il faudrait, selon ces chercheurs, plus diversifier les études des capacités cognitives étudiées. Sauf que, à trop se diversifier, il y a le problème inverse qui est que rien n'est solide puisque nous sommes trop dispersés.
on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Au-delà du grand panel de propositions de questions et d'animaux qui sont étudiés, il y a aussi beaucoup d'hypothèses différentes qui sont proposées pour répondre à des mêmes comportements ou à des mêmes fonctionnements. Et de manière générale, pour arriver à trancher entre ces différentes hypothèses, il faut avoir des critères épistémologiques qui sont pertinents. Donc, comment allons-nous choisir des critères épistémologiques pertinents? C'est là qu'il y a Douglas qui rentre en jeu, puisqu'il a proposé de diviser les critères épistémologiques en deux catégories, les critères épistémologiques dits minimaux et ceux dits idéaux. Les critères épistémologiques dits minimaux sont des critères qui sont nécessaires pour qu'une théorie soit un minimum cohérente et valide empiriquement, alors que les critères épistémologiques idéaux sont plus des bonus qui permettent de séparer deux théories qui seraient équivalentes d'un point de vue minimal. Je souhaite aussi préciser que concernant les critères idéaux, plein de penseurs ont des avis divergents concernant les différents critères proposés et aucun critère ne fait l'unanimité. Donc il s'agit plutôt de se mettre d'accord sur des critères qui sont importants et une fois que l'on s'est mis d'accord sur ces critères, à ce moment-là, nous pouvons nous en servir pour trancher entre des théories rivales. Pour donner des exemples concrets de critères idéaux, il y aurait la simplicité d'une théorie. Si on a une théorie qui est complexe ou une théorie qui est simple, pour arriver à expliquer un même phénomène, autant choisir la théorie qui est simple. Après, il y aurait l'unification interne d'une théorie. Il y a aussi sa capacité de prédiction future. C'est pas un élément nécessaire, un élément minimal, mais c'est vraiment un gros plus. Il y a une théorie qui arrive à faire des prédictions futures et une autre qui n'arrive pas à faire des prédictions futures. Donc voilà, c'est plein de critères comme ça sur lesquels on peut se mettre d'accord à l'avance et après les utiliser pour trancher entre deux théories rivales. En cognition comparée, il y a notamment deux grandes hypothèses qui sont rivales et que l'on pourrait départager grâce à des critères épistémologiques idéaux. Je pense à l'hypothèse de la théorie de l'esprit et aussi l'hypothèse des règles comportementales. Donc, ce sont deux grandes hypothèses qui sont considérées comme ayant des arguments à peu près équivalents, même s'il y a beaucoup de chercheurs qui penchent plutôt sur la théorie de l'esprit pour un certain nombre d'animaux et notamment les singes. Puisque pour les humains, on se base souvent sur la théorie de l'esprit, mais pour les singes, c'est assez discuté. Et concernant les singes, donc si je décris un petit peu à quoi correspond la théorie de l'esprit, ce serait considérer que les singes ont une représentation des états mentaux de leurs congénères, qu'ils arrivent à se représenter que leurs congénères ont des désirs, des croyances, des préférences, et c'est en se représentant leurs états mentaux qu'ils vont adapter leur comportement. Alors que la théorie rivale, qui est l'hypothèse des règles comportementales, en revanche, ne nécessite pas la représentation des états mentaux de leurs congénères, c'est plus en observant des régularités dans le comportement de leurs congénères, dans leur environnement, en observant des répétitions de comportements et que lorsque tel individu agit de telle manière, tel autre individu va réagir de telle manière, qui vont apprendre sur le long terme à se comporter de la bonne manière par rapport au contexte social. Donc c'est là que nous pouvons utiliser ces critères idéaux pour arriver à départager des théories. Par exemple, concernant la théorie de l'esprit, il y a certains qui la favorisent parce qu'ils considèrent qu'elle est plus unifiée. Et comme elle est plus unifiée, finalement, dès que l'on a un comportement en question, on peut directement l'expliquer par le fait que le singe a compris les états mentaux de son camarade et donc agit en conséquence. Alors que concernant l'hypothèse des règles comportementales, le problème est qu'il faut arriver à trouver une explication contextuelle ad hoc à chaque comportement. Puisque pour chaque comportement, il faut arriver à dire pourquoi le singe a finalement agi de la sorte par apprentissage par rapport à certaines régularités de l'environnement qu'il a observé. Mais à chaque fois, ces régularités sont à démontrer. Donc c'est beaucoup plus unificateur de se baser sur la théorie d'esprit que sur l'hypothèse des règles comportementales. Mais à l'inverse, on peut favoriser les règles comportementales si on se base sur d'autres critères épistémologiques idéaux, et notamment sur la notion du canon de Morgan. Le canon de Morgan, c'est de se dire que si nous avons le choix entre des explications qui mobilisent des systèmes cognitifs supérieurs ou inférieurs, il faut toujours se baser sur la théorie qui se base sur des systèmes cognitifs inférieurs. Puisque les systèmes cognitifs supérieurs sont plus rares, sont plus difficiles à mettre en place d'un point de vue évolutif, donc il y a plus de chances que nous nous trompions si nous expliquons un phénomène par des processus cognitifs supérieurs que par des processus cognitifs inférieurs. Ce qui fait que lorsque nous avons le choix entre l'explication d'un phénomène par une théorie qui mobilise des processus cognitifs supérieurs et d'autres des processus cognitifs inférieurs, il faut toujours favoriser la théorie qui mobilise des processus cognitifs inférieurs. Donc dans ce cas, il faudrait favoriser l'hypothèse des règles comportementales.
Il y a aussi certains chercheurs qui ont tendance à déplorer le fait qu'en cognition comparée, il y a un biais au fait de surattribuer aux animaux des compétences cognitives supérieures, des capacités cognitives supérieures. Même s'il y a eu l'inverse qui a été critiqué par le passé, là, il y a de plus en plus de personnes qui ont tendance à dire qu'on surestime certaines capacités cognitives chez les animaux et qu'on a tendance à leur attribuer des capacités exceptionnelles ou des capacités cognitives supérieures. Alors, je pense, que je rejoins certains chercheurs sur le fait que c'est lié aussi à la structure même de la recherche et par le fait que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence et que cette prudence qui est nécessaire a tendance à se retourner contre la discipline de la cognition comparée. Parce que lorsque l'on fait une recherche, donc je vais faire une recherche fictive sur une pie, parce que j'aime bien cet oiseau et par exemple, vous souhaitez deviner, arriver à comprendre si la pie se reconnaît dans un miroir ou ne se reconnaît pas dans un miroir. Dans ce cas, vous posez les hypothèses. L'hypothèse nulle, H0, ce serait que la pie ne se reconnaît pas dans un miroir. Et l'hypothèse alternative, H1, ce serait que la pie se reconnaît dans un miroir. Donc, à l'avance, vous allez identifier un certain nombre de preuves qui vous permettent de valider ou non le fait que la pie se reconnaît dans un miroir et donc de rejeter l'hypothèse nulle et d'accepter l'hypothèse alternative. Vous passez l'expérience et vous trouvez un certain nombre de preuves qui valident finalement l'hypothèse alternative. Donc, vous rejetez l'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative est acceptée, et dans ce cas, vous publiez votre papier en disant « Ça y est, nous avons la preuve que la pie se reconnaît dans un miroir et tout est génial, voilà, votre papier a un grand succès ». Maintenant, imaginez qu'il se passe l'inverse, que vous n'avez pas assez de preuves pour arriver à rejeter l'hypothèse nulle. De manière générale, lorsqu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, on n'accepte pas non plus l'hypothèse nulle. On peut juste dire qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, à ce moment-là, vous allez juste dire « Nous n'avons pas récolté assez de preuves pour dire que la pie se reconnaît dans un miroir ». Mais vous n'allez pas publier un papier en disant « La pie ne se reconnaît pas dans un miroir », puisque vous allez juste partir du principe qu'il n'y a pas assez de preuves, mais pas que la pie ne se reconnaît pas dans un miroir. Donc, vous voyez tout de suite l'asymétrie structurelle qui est que lorsqu'on arrive à la conclusion qu'un animal a cette capacité cognitive supérieure, on dit qu'il a cette capacité cognitive supérieure, mais lorsque nous n'avons pas de preuve qu'il a cette capacité cognitive supérieure, nous n'arrivons pas à la conclusion qu'il n'a pas cette capacité, on en arrive juste à dire que nous n'avons pas assez de preuves. Donc au-delà de l'effet tiroir qui est lié au fait que dès qu'il n'y a pas de résultats sensationnels, l'étude n'est pas publiée et donc qu'il y a un biais plutôt à publier les études qui disent que les animaux ont des capacités cognitives supérieures, il y a aussi le fait que dès que les chercheurs n'ont pas de résultats qui vont dans le sens des capacités cognitives supérieures, ils vont revoir leurs définitions, ils vont revoir leur protocole en se disant peut-être que nos définitions sont trop anthropocentrées, peut-être que notre protocole est trop strict, il faudrait assouplir sur certains points ou peut-être qu'on pourrait faire les choses autrement. Et ce qui est une démarche très saine en principe, mais dans les faits, il y a une sorte de déflation des termes qui fait que les termes deviennent de plus en plus larges pour englober le plus d'animaux possible. Ce que l'on teste en termes de concept devient de plus en plus large, les critères comportementaux deviennent parfois aussi de plus en plus larges, ce qui fait qu'à la fin, on finit par englober les comportements de l'animal qui nous permettent de dire que l'animal a telle ou telle capacité, mais la capacité X n'a plus rien à voir avec la capacité X que nous étudions au départ, puisqu'il y a eu tellement de changements définitionnels, de changements de protocole, que à la fin, si on arrive à conclure que l'animal a la capacité, parfois on ne parle plus vraiment de la même capacité qu'au départ. Maintenant, je vais vous parler d'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, cela consiste à attribuer aux animaux non humains des caractéristiques qui sont typiques des humains. Par exemple, le fait de considérer que le chat de ma voisine est jaloux de mon chat, c'est un état mental typique humain que je vais projeter sur le chat de ma voisine. Donc, il y a différents types d'anthropomorphisme. Il y a l'anthropomorphisme catégoriel et situationnel. L'anthropomorphisme catégoriel, ce serait le fait de se tromper lorsque l'on attribue ces caractéristiques humaines à des animaux qui, par nature, ne peuvent pas avoir ces caractéristiques. Alors que l'anthropomorphisme situationnel, ce serait le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à des animaux qui peuvent les avoir, mais dans le contexte en particulier, ils ne sont pas censés les exprimer. Voilà, il y a ces différents types d'anthropomorphisme, mais au XXe siècle, il y a eu une certaine barrière face à ce biais,
qui est le behaviorisme, puisque lorsqu'il y avait ce courant qui était prédominant, il y avait moins de risques d'anthropomorphisme, puisque le principe même du behaviorisme, c'est de ne pas se concentrer sur les états mentaux internes, mais plus de se concentrer uniquement sur les réactions à un certain nombre de stimuli environnementaux et l'apprentissage face à toutes ces régularités, ces stimuli environnementaux. Donc, comme l'état mental interne était considéré comme une boîte noire et qu'il y avait uniquement ces réactions comportementales, il n'y avait pas de risque d'anthropomorphisme. En revanche, maintenant que nous avons dépassé le behaviorisme, il y a ce risque d'anthropomorphisme qui est revenu. De manière générale, les chercheurs en éthologie, en cognition comparée, ont tendance à avoir une conscience accrue de ce biais qu'est l'anthropomorphisme, et c'est un biais qui est énormément discuté dans la littérature, ce qui fait que je ne vais pas spécialement parler de ce biais en lui-même, puisque je pense que, à l'inverse, la volonté de le contrer peut avoir des conséquences néfastes. Donc je vais plutôt aborder ce point-là, et notamment le point de la robotisation, ce que j'appelle la robotisation, puisque à force de vouloir contrer ce biais d'anthropomorphisme, parfois nous en arrivons à décrire le comportement animal avec des métaphores informatiques ou robotiques qui ne sont pas forcément adaptées ou qui sont utilisées de manière asymétrique. Et je pense notamment à la communication chez les oiseaux, puisque beaucoup de chercheurs vont parler d'encodage, de décodage, de transmission avec des bruits, de canal de transmission. Vraiment un langage très lié, aux théories de l'information, et je pense que c'est lié aussi, toute cette robotisation, cette informatisation, à l'essor des réseaux de neurones en sciences cognitives qui a aussi généralisé ce type de métaphore. Sauf que là, le point que je soutiens, c'est que ces métaphores sont utilisées de manière asymétrique, puisqu'elles ne sont pas utilisées chez les enfants préverbaux, alors que de la même manière, nous pourrions les utiliser chez les enfants préverbaux, puisque nous ne faisons que des inférences concernant leur communication et il n'y a pas d'utilisation verbale, donc ils sont à peu près dans la même situation que d'autres animaux. Ce qui fait qu'il pourrait y avoir une homogénéité dans la manière dont nous parlons à la fois des enfants préverbaux et à la fois des autres animaux, mais nous ne parlons pas de la même manière des enfants préverbaux. Et finalement, il y a une telle volonté à rester neutre dans l'analyse des comportements animaux que parfois il va y avoir ce biais-là de robotisation, vraiment dans la description animale, qui n'est pas forcément plus exact d'ailleurs, par peur de projeter des états mentaux humains. Et parfois, il y a aussi le fait de ne pas analyser certains comportements dès qu'ils sont considérés comme ambigus ou associés à d'autres comportements qui font partie d'une autre catégorie ou qui sont non analysables. Et je pense notamment aux comportements qui apparaissent lors de moments de jeu. Dès que certains comportements apparaissent lors de moments de jeu, ils ne sont pas analysés au-delà du cadre du jeu. Et comme il s'agit d'une scène de jeu, un grand nombre de chercheurs disent on ne va pas analyser ces comportements au-delà de la scène de jeu. Alors que ces comportements pourraient aussi être analysés comme une communication qui sort du cadre du jeu et ne pas être contaminés par cet espace de jeu qui nous empêche d'analyser ces comportements qui sont considérés comme ambigus. Et de la même manière, chez les enfants préverbaux, pareil, lorsqu'il y a des scènes de jeu, il est possible d'analyser des comportements, même s'ils sont considérés comme ambigus, sans qu'on se dise « Ah non, c'est un moment de jeu, donc à ce moment-là, on ne va pas analyser les comportements qui ont lieu dans cet espace ». Donc il y a encore cette asymétrie qui est observée entre l'analyse d'enfants préverbaux et l'analyse animale. Et il y a certains auteurs qui considèrent que nous pouvons utiliser cet anthropomorphisme à notre avantage puisque lorsque nous projetons des états mentaux sur les animaux, il y a des catégories préfaites qui peuvent être utiles. Par exemple, le fait de parler de tromperie, cela peut être utile jusqu'à ce que l'on affine la catégorie, que l'on la modifie parce que ça ne correspond pas totalement à ce que l'on observe chez tel ou tel animal, mais cela nous évite de partir directement d'une feuille vierge, ce qui serait impossible. Et finalement, en ayant conscience que nous projetons certains états mentaux qui, à la base, sont utilisés pour les humains, cela nous permet d'être quand même assez méfiants dans notre utilisation de ces termes, mais de partir d'une base et ensuite de la modifier peut être utile dans un certain nombre de contextes. Maintenant, je vais parler de l'anthropocentrisme, qui n'est pas la même chose que l'anthropomorphisme, mais ça a même des conséquences opposées. Puisque l'anthropocentrisme, c'est prendre l'homme pour un point de référence, vraiment pour le centre du monde, et considérer que l'homme est un petit peu spécial. Et en termes de conséquences, ça a des conséquences opposées, puisque l'anthropomorphisme génère des faux positifs. Cela génère le fait que nous attribuons des états mentaux à des animaux qui n'ont pas ces états mentaux-là, par amalgame, parce qu'on projette notre propre fonctionnement sur les autres animaux.
Alors que l'anthropocentrisme, au contraire, génère plutôt des faux négatifs. Puisque c'est partir du principe que l'humain est spécial et unique et que les autres animaux ne fonctionnent pas de la même manière que nous. Donc, nous allons désattribuer des caractéristiques à certains animaux puisqu'il n'y aurait que l'humain qui aurait ces caractéristiques. Comme je le disais en début de vidéo, il y a souvent des bras de fer définitionnels en cognition comparée et c'est lié à cette notion d'anthropocentrisme, puisque les chercheurs en cognition comparée se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de capacités qui avaient été définies en se basant, en se référant à l'humain. Par exemple, des capacités langagières qui avaient été définies et les conditions de vérification de ces capacités ont été définies sur l'humain. Et donc, cela nécessite d'avoir des capacités verbales, par exemple, que les autres animaux n'ont pas. Donc, par principe, ils ne peuvent pas cocher ces capacités-là. Sauf que les chercheurs en cognition comparée ont dit oui, mais peut-être qu'ils ont ce type de capacité, mais que juste ils les expriment autrement. Donc ils ont tendance à souvent vouloir déplacer le seuil définitionnel et le rendre beaucoup plus libéral, alors que d'autres corps disciplinaires comme les linguistes avaient tendance à jouer de l'autre côté du bras de fer et à essayer de garder des définitions plus conservatrices du langage et à préserver la spécificité humaine. Concernant les capacités langagières, il y a souvent eu des linguistes qui ont fait des listes de capacités qui étaient spécifiquement humaines et à chaque fois, les chercheurs en cognition comparée reprenaient les points un à un, élargissaient les termes et finalement trouvaient ces capacités chez les autres animaux. Et je pense notamment à la notion de référence, le fait que notre langage puisse faire référence à des objets dans l'environnement. Au départ, les linguistes pensaient qu'il s'agissait d'une spécificité du langage humain, mais finalement, les chercheurs en cognition comparée se sont rendus compte que les animaux aussi faisaient référence à des objets de leur environnement, par exemple à des prédateurs bien précis, dans les cris qu'ils pouvaient émettre ou la communication qu'ils pouvaient émettre. Et par la suite, les linguistes ont commencé à préciser, à dire oui, mais les humains, leur spécificité, c'est de faire référence potentiellement à des objets qui ne sont pas présentement là, à des objets soit plus conceptuels, soit des objets futurs, à des objets passés. Mais là encore, il y a eu d'autres études qui ont été faites sur les singes qui ont pu montrer que certains singes faisaient des références à des objets qui n'étaient pas forcément unifiés dans l'environnement ou pas forcément là au moment donné. Même si ça reste encore exploratoire, mais ça a tendance quand même à aller dans ce sens-là. Donc dès qu'on essaie de trouver des critères qui seraient spécifiquement humains, finalement, on se rend compte que les autres animaux semblent les avoir aussi et que la spécificité humaine serait plus liée à l'organisation et à la complexité de nos capacités cognitives, plus au fait qu'on ait certaines capacités cognitives uniques que les autres animaux n'auraient pas. Ce qui rend l'investigation difficile est que nous ne savons pas à quel point nous pouvons libéraliser les termes, à quel point nous pouvons élargir les termes pour les rendre accessibles aux autres animaux, ou à quel point cela les dénature. Donc pour contrer l'anthropocentrisme, parfois il y a une forme de dénaturation des termes. Et c'est là que Boyle propose quelque chose d'intéressant, je trouve, qui est une forme de quête de cluster de propriétés, un peu comme ce qu'on cherche parfois pour les espèces naturelles en biologie. Le fait de se dire, on va pas chercher une seule manière d'exprimer une capacité, mais juste identifier a priori qu'il y a un type de capacité qu'on cherche avec un seul type de phénomène, mais qu'après ce phénomène peut s'exprimer de plein de manières différentes, par plein de propriétés différentes, plein de fonctionnements différents. Et ensuite, on ne cherche pas un seul type de preuve ou un seul type de comportement, mais juste on comprend que cet animal, par sa voix, par sa manière de fonctionner, exprime un peu la même chose que nous, mais juste différemment. Bon, le seul problème, c'est que dans ces papiers, elle exprime ça de manière assez théorique et floue. Donc, ce que je décris là reflète le côté théorique et flou et c'est difficile à mettre en place de manière concrète, mais je vois l'idée et je trouve ça intéressant. Un point qui est difficile à prendre en compte en cognition comparée, c'est l'indétermination des hypothèses ou la sous-détermination des hypothèses. Il y a différents types d'indétermination. Déjà, l'indétermination contrastive, c'est le fait que nous ne sachions pas quelle hypothèse explique les résultats empiriques que nous obtenons. Parce qu'à chaque fois que nous obtenons un type de comportement dans une expérience, il y a plein d'hypothèses différentes qui peuvent expliquer ce même comportement et souvent l'expérience ne permet pas de trancher. Je parlais précédemment de la théorie de l'esprit et de l'hypothèse des règles comportementales, c'en est un exemple typique où des mêmes comportements peuvent être expliqués de différentes manières. De même, il y a l'indétermination holiste qui, elle, est le fait que lorsqu'une expérience montre des résultats qui ne vont pas dans le sens de notre hypothèse, qu'est-ce qu'il faut remettre en question? Est-ce qu'il faut remettre en question l'hypothèse? Est-ce qu'il faut remettre en question les prérequis qui nous ont permis de construire l'hypothèse? Ou est-ce qu'il faut remettre en question juste l'application de l'expérience en elle-même? Si je reprends l'exemple de la pie qui se reconnaît dans un miroir.
Je forme l'hypothèse que la pie se reconnaîtra dans un miroir, mais il se trouve que dans mon expérience, elle ne se reconnaît pas dans le miroir. Est-ce que je dois juste me dire: «J'ai mal fait passer l'expérience, il faut que je la refasse passer», c'est juste un problème très pratique? Est-ce qu'il faut que je me dise que je remets en cause l'hypothèse locale, que la pie se reconnaît dans un miroir et peut-être que cette hypothèse est fausse et que juste la pie ne se reconnaît pas dans un miroir? Ou est-ce qu'il faut que je remette en cause les prérequis, par exemple les définitions, les critères que j'ai pris en compte pour, appliquer cette expérience, les critères qui me permettent de dire que la pie se reconnaît dans un miroir? Donc qu'est-ce que je dois remettre en cause? Et le problème, c'est que, comme je disais précédemment, il n'y a pas vraiment de noyau solide dans cette discipline. Il y a plein de choses qui peuvent être remises en cause dans les définitions, dans les critères utilisés, ce qui fait que ça rend extrêmement difficile lorsqu'on a les résultats d'une étude de les interpréter parce que lorsque ça ne va pas dans le sens de l'hypothèse, on ne sait jamais s'il faut rejeter l'hypothèse ou s'il faut rejeter des éléments de prérequis comme des définitions ou des critères. Il y a un certain nombre d'auteurs qui disent qu'il faut essayer le plus possible d'arriver à limiter l'explicabilité d'un comportement lorsque l'on construit l'étude, d'essayer de restreindre au maximum les hypothèses qui pourront être utilisées pour expliquer le comportement et plus essayer de trouver des signatures de processus cognitifs plus que de succès ou d'échec d'un type de comportement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez compris la citation de Deval qui a ouvert cette vidéo, puisqu'il y a plein de biais potentiels anthropocentriques, anthropomorphiques, qui peuvent biaiser cette discipline, mais que les chercheurs essaient de contrer, et parfois en les contrant, ça crée d'autres potentiels biais ou problèmes. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette discipline, c'est qu'à la fois, nous sommes le point de départ de l'étude, mais nous sommes aussi un objet d'étude qui est comparé avec les autres objets d'étude. J'espère que tous les potentiels problèmes et critiques que j'aurais relevés vous auront intéressé. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.